C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour d'Action Autonomie, un habitué de nos ondes à Folie Douce, toujours agréable de te recevoir. Tu es capable de nous vulgariser les problématiques de santé mentale et aussi les documents gouvernementaux dont on va parler. Il y en a un dont on va parler, c'est le fameux plan d'action en santé mentale. C'est par 5 ans, là, les plans, dans ce cas-ci 2015-2020, qui a été lancé en 2016, mais en tout cas, on est dedans. Tu veux nous parler particulièrement d'un des volets, en tout cas une mesure qui est importante, là, quelle est cette mesure, justement? Ben, c'est ça, c'est la toute première mesure, la mesure numéro 1 du plan d'action en santé mentale 2015-2020, qui concerne la réalisation d'un plan d'action sur la primauté de la personne. Ce que ça dit, c'est que chaque établissement responsable d'offrir des soins de services de santé mentale élaborera puis mettra en œuvre un plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services. Et ça vient au départ, donc c'est un peu excusez-nous l'anglicisme, c'est un peu un statement. Dans le fond, on s'enligne vers ça, là, donc ouais. c'est gros quand même. C'est pas la première fois que le plan d'action en santé mentale prend ce genre de position-là. Il y a eu déjà 2 autres plans d'action en santé mentale qui avaient un peu le même genre de souhait, finalement, qui était formulé. Ouais. Ça n'a pas donné de grands résultats. Il n'y a pas eu d'immenses avancées avec ces 2 plans d'action-là, mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'un petit peu concret et qui commence à s'incarner, là. Le ministère a émis un document d'accompagnement pour la création de ces plans d'action sur la primauté de la personne, et ces plans là prévoient d'une part que le plan d'action doit tourner autour de 5 thèmes. Qui nous intéresse, nous, comme groupe de défense de droit. Ils nous intéressent tous, mais à des degrés un peu variables. Oui. Le premier de ces thèmes-là, bien évidemment, c'est le respect des droits. Donc ça, c'est vraiment notre majeur à nous. Donc on entend bien être là. Et d'ailleurs, le document d'accompagnement prévoit que les établissements doivent entretenir des liens étroits avec le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale à Montréal. Ce groupe-là, il n'y en a qu'un seul et c'est nous. Ça donne que c'est vous. Exactement. Ça tombe très bien. Voilà. Donc on se sent interpellé par ça. Le deuxième, c'est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination au sujet de la maladie mentale. Ça aussi, c'est un problème très, très réel. Ouais. Il y a des comportements très, très stigmatisants qui ont lieu encore maintenant dans les établissements du réseau. Ouais. C'est bien que le ministère en prenne conscience. Ça serait bien aussi qu'on puisse mettre en place des choses concrètes pour changer cette culture stigmatisante là, qui existe toujours dans les hôpitaux et qui, pour nous, est un héritage de l'époque des asiles psychiatriques. Ouais. Là. Et on pourrait comprendre jusqu'à un certain point qu'en société, des fois, ça arrive, les gens sont moins formés de ça, mais dans le domaine de la santé, écoute, on en parle tellement de ça que c'est assez étonnant que ça soit encore là. Il y a un paternalisme, il y a une condescendance, il y a une approche vraiment unique autour du problème de santé mentale de la personne, alors qu'on voit pas la globalité de la réalité vécue par la personne. Et c'est pas partout, faut dire, mais il y en a déjà trop, là. Il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne bien, je pense, mais il y a quand même trop de cas de et c'est pas unique non plus à la santé mentale. En santé physique aussi, quand on va consulter pour un problème précis, ben, tout le reste de notre individualité n'intéresse pas les médecins. Beaucoup de gens disent ça aussi. Ouais. Donc, ça pourra éventuellement là, se généraliser à l'ensemble des soins de santé. Ouais. Ça, c'est le deuxième thème. Voilà. Ça? Le troisième, c'est la mise en place et le maintien de soins et de services axés sur le rétablissement. Nous, on est un petit peu plus critique sur la question du rétablissement parce qu'il y a différentes visions de ce que doit être ou de ce qu'est le rétablissement en santé mentale. Qui dit rétablissement dit nécessairement maladie. Donc, c'est une approche vraiment très, très centrée sur les soins, sur le retour à la santé par rapport à une maladie mentale. Et nous, on n'est pas nécessairement dans cette mouvance-là. On dit qu'il y a des états mentaux qui sont variables d'une personne à l'autre et le but de l'exercice, c'est pas nécessairement de normaliser la personne. On peut prendre par exemple l'exemple de la schizophrénie. Il y a des gens qui entendent des voix. Ben, la médication puis la psychiatrie traditionnelle, elle veut faire taire les voix. Mais il y a d'autres approches qui apprennent aux gens à vivre avec leur voix, à chasser les mauvaises voix, à valoriser les bonnes voix qu'ils entendent et tout ça. Donc, c'est une vision qui est différente, qui n'implique pas nécessairement un rétablissement, mais bien une adaptation à l'état mental que la personne peut avoir souvent depuis de très nombreuses années. Mm-hmm. Par contre, il y a d'autres définitions du rétablissement. Dans le fond, la définition du rétablissement, c'est de dire qu'il y en a plusieurs.
Donc, on va voir à Montréal, on va nous pousser en faveur de d'autres approches de rétablissement autour justement de la santé globale puis de l'approche globale de la personne. C'est déjà bien de reconnaître qu'il y en a plusieurs. Oui. On va pas mettre tout le monde dans le même non, c'est ça. Dans le même bain. C'est ça. Mais donc nous, on est évidemment dans une approche beaucoup moins biomédicale et beaucoup plus, je dirais, holistique là, de l'intervention en santé mentale. Donc c'est ça qu'on va mettre de l'avant pour cette partie-là du plan d'action. Et c'est tellement important que vous soyez là. On le répète souvent, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de, entre guillemets, chien de garde, c'est vraiment pas péjoratif la façon dont je le dis. Ça prend quelqu'un qui surveille les choses, qui est à l'affût, qui est sur la coche, puis c'est tout à votre honneur, à votre autonomie. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que les diagnostics des personnes nous intéressent beaucoup moins que leur citoyenneté. Donc, ce qu'on a devant nous, ce sont pas des malades mentaux, ce sont pas des gens, on n'utilise pas l'expression problème de santé mentale, on parle beaucoup plus d'utilisateurs de services en santé mentale, par exemple. Donc, ce sont des citoyens qui se prévalent de services et il faut les traiter comme tels, comme des citoyens qui ont droit à une certaine qualité de service et à des services adaptés à leurs besoins. Et les mots sont importants. Les gens vont dire, c'est-tu si important? Oui, c'est si important. C'est juste une façon, on répète toujours les mêmes choses, puis quand on le dit différemment, on va percevoir. Change. Effectivement. Oui. Non, c'était... Le 4e volet, c'est la reconnaissance et le soutien de l'implication des membres de l'entourage. Ça non plus, on n'est pas contre, mais il faut que ça se fasse en ayant comme première priorité la personne utilisatrice de service. Parce qu'il y a des cas, il faut se le dire, où l'entourage, ou la famille, ou son entourage de travail, ou n'importe quoi, fait en sorte que l'état de santé mentale de la personne se dégrade plutôt que de s'améliorer. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont la cause de problèmes, et ces personnes-là, des fois, veulent s'ingérer un petit peu dans le traitement de la personne. Il faut être prudent, il faut faire attention et prendre les intérêts de la personne en premier et par la suite répondre aux besoins légitimes dans beaucoup de cas des gens de l'entourage. Oui, effectivement. La 5e, c'est un petit peu ironique. C'est la participation active des personnes utilisatrices de services et des membres de l'entourage à la planification et à l'organisation des services. Je dis que c'est ironique parce que la récente réforme des services de santé et des services sociaux a eu pour effet justement d'éloigner la prise de décision qui avait déjà été plus près avant des réformes précédentes et s'éloignait de plus en plus, mais celle-là a vraiment concentré entre les mains du ministre l'essentiel de la prise de décision autour des soins de santé, des services de santé et des services sociaux. Donc là, dans son plan d'action en santé mentale et dans son plan d'action sur la primauté de la personne, le ministre dit à ces établissements, vous allez trouver des moyens pour faire en sorte que les gens puissent participer activement à des services que, de toute façon, nous, on a décidé qu'on contrôlait à peu près à 100%. Oui. Est-ce que, justement, ça, c'est les 5 thèmes, justement, quand on parle de la primauté de la personne, la première mesure du plan, mais j'aimerais savoir le plan, tu sais, quand on l'avait lancé, on avait demandé des commentaires de plusieurs personnes, dont les tiennes, de Action Autonomie. Après avoir pris un recul, est-ce qu'on a découvert autre chose ou c'est assez fidèle à ce que vous aviez comme opinion sur le PASM au départ? Nous, on était évidemment plus intéressés par le premier chapitre, justement, sur la promotion des droits et tout ça. Donc, on est quand même satisfait de voir que tranquillement, les choses commencent à avancer. On constate dans nos démarches avec les 5 CIUS montréalais que l'état d'avancement est variable d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits où on est plus avancé que d'autres dans la mise en place de ce plan d'action en santé mentale en général, puis dans le plan d'action sur la primauté de la personne en particulier. Mais quand même, on sent en général une réelle volonté de la part des gestionnaires de favoriser la primauté, de favoriser le respect des droits et peut-être même de changer certaines pratiques. On reconnaît à tout le moins en théorie qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que le défi qu'on a, c'est de faire en sorte qu'ils soient intéressés à s'y attaquer en pratique et à amener de vrais changements? Jusqu'à maintenant, c'est ça qui s'est pas fait. Un des doutes, c'était un peu ça, d'avoir les 5 CIUS de différentes régions. Est-ce qu'on se disait toujours, est-ce que les 5 vont pouvoir un peu marcher dans la même direction ou avancer, puis ça semble être pas si mal. Mais en l'occurrence, sur cette question-là, le dénominateur commun aux 5 CIUS, c'est nous. C'est le groupe de défense de droit montréalais avec qui ils vont être tous en contact et nous, on va faire pression sur chacun d'entre eux pour faire en sorte que ça avance réellement puis que ça amène des résultats réels. Donc, on trouve
quand même qu'il y a là une opportunité intéressante parce que c'est toujours difficile pour un organisme communautaire d'aller parler d'égal à égal avec un chef de programme ou avec une direction en l'occurrence, de services de santé mentale et de dépendance. Donc, et là, on nous reçoit parce que le ministre, dans ses directives, dit de nous recevoir. Puis après ça, ben, c'est à nous de créer des liens avec eux puis de proposer des choses intéressantes. Et jusqu'à maintenant, comme je dis, il y a une certaine ouverture. Est-ce que ça va se traduire par des actes et par des changements réels? Le défi est là. Oui, rendu maintenant où on est, les objectifs ou votre objectif comme Action Autonomie comme étant justement là pour la défense des droits. Et, un des objectifs principaux, c'est très simple, c'est le respect des lois en vigueur. J'ai parlé récemment de notre recherche qu'on a faite sur la loi P38 qui permet les gardes en établissement. On a identifié des problèmes très, très graves qui vont en s'aggravant d'année en année. Nous, on a fait savoir à ces gestionnaires-là, qui sont notamment des gestionnaires d'hôpitaux psychiatriques, que leurs médecins ne respectent pas, bafouent la loi quotidiennement et sont de façon complètement impunie, avec la complicité, en quelque part, des tribunaux. Et donc, on se dit, nous, en quelque part, il va falloir que les décideurs prennent fait et cause pour les personnes et fassent en sorte que, ne serait-ce que sur cet aspect-là, ben, il y ait des avancées réelles puis qu'on respecte la loi. L'autre aspect, ça peut aussi être les conditions d'hospitalisation. Ce qu'on parlait tout à l'heure, toute la stigmatisation qu'il y a encore de nos jours là-dedans, ben, il faut que ça change. Il faut qu'on traite les gens comme des citoyens et non pas comme des enfants, ce qui est très souvent le cas. Il faut qu'on leur donne un environnement propice à justement à leur rétablissement et non pas un environnement de type carcéral comme ça existe à beaucoup d'endroits encore maintenant. Donc, les défis sont là. C'est certain que ça se fera pas du jour au lendemain, mais ce qu'on espère, nous, c'est que dans 5 ans, quand on refera une autre étude sur l'application de la loi P38, on puisse dire, à partir de 2017, 2018, 2019, ça s'est mis à aller un peu mieux. Donc ça serait vraiment un indicateur d'une certaine forme de réussite du plan d'action. Il reste environ 1 minute, mais avant de donner les coordonnées d'Action Autonomie, est-ce que le plan, le fait qu'il a été lancé 1 an plus tard, est-ce qu'on se rend compte que ça va peut-être, on va manquer de temps, ou si on va juste l'extensionner, au lieu que ça soit un 2015-2020, on va juste déborder? Là? Ben, par rapport au plan d'action sur la primauté de la personne, nous, on pense que on fait le pari que les travaux vont être avancés, la mise en œuvre va être amorcée, et on pense bien que ça va du moins, on va faire pression de façon intense pour que ça se poursuive, puis que ça s'arrête pas parce que la fin du plan d'action sera arrivée. De toute façon, on espère qu'on n'attendra pas comme la dernière fois 5 ans avant d'en faire un autre. Parce que dans le fond, on perd 10 ans. Là. C'est ça, exactement. Merci. Ouais. Donc, nous, on pense que ça devrait, on va essayer de donner l'impulsion pour que ça se poursuive. Ouais, merci beaucoup, Jean-François Plouffe. Donc, les coordonnées en terminant, puis nous... Toujours le www.actionautonomie.qc.ca. Au téléphone, c'est le 514-525-5060. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci à vous. À une prochaine.